Salut! Accrochez-vous bien, car ce que je vais vous révéler est l'une des épreuves les plus déchirantes que j'ai jamais traversées. Une histoire si bouleversante qu'elle pourrait vous arracher des larmes, tout comme elle l'a fait pour moi. Imaginez un instant, une vie paisible qui bascule en un clin d'œil, un simple appel qui change tout. Préparez-vous, car ce récit va vous emporter dans une spirale d'émotions intenses que vous n'oublierez jamais. C'était en 2020, une année qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. Une année où tout a basculé, où ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu anticiper. Il fait encore clair dans mon esprit, chaque détail, chaque seconde de ce jour fatidique est gravée dans mon esprit comme si c'était hier. Il faisait beau, c'était un après-midi comme les autres. Je me souviens que ce jour-là, je m'étais attardée à la maison, attendant avec impatience le retour de mon mari du travail. Il était notre pilier, celui sur qui toute notre famille comptait. Nos 4 enfants attendaient également avec impatience qu'il rentre à la maison, toujours souriant, toujours présent pour eux malgré la fatigue. Le temps semblait passer lentement cet après-midi-là. J'étais dans notre petit salon, regardant l'horloge avec anticipation. Habituellement, il était ponctuel, toujours à l'heure, mais ce jour-là, il tardait à rentrer. Mon cœur commençait à battre un peu plus fort, mais je me disais que ce n'était rien, que peut-être il avait eu un imprévu, une réunion qui s'était prolongée ou un embouteillage sur le chemin du retour. Mais l'inquiétude s'insinuait lentement en moi, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je me refuse à paniquer. Jusqu'à ce que mon téléphone se mette à sonner. Ce son strident m'a fait sursauter. Je me souviens de la sensation de mon cœur qui battait à tout rompre dans ma poitrine alors que je me dirigeais vers le téléphone. L'écran affichait un numéro inconnu. C'était étrange, car mon mari avait l'habitude de m'appeler avec son numéro personnel. J'ai hésité un instant avant de décrocher, mais quelque chose en moi, un instinct presque animal, je disais que cet appel allait changer ma vie. Lorsque j'ai répondu, j'ai entendu la voix d'un inconnu qui m'annonçait que mon mari avait eu un accident. Mon corps entier s'est figé. Je me souviens à peine des mots exacts, mais ce que je sais, c'est que mon monde s'est écroulé à cet instant précis. On m'a dit qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital et qu'il était dans le coma. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho, je ne pouvais pas y croire. C'était irréel. Comment est-ce possible ? Comment en quelques minutes, ma vie pouvait-elle basculer de la sorte ? J'ai senti une douleur déchirante dans ma poitrine, un sentiment d'impuissance qui m'envahissait alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Mon mari, l'homme fort sur qui je m'appuyais, celui qui portait tout sur ses épaules, se retrouvait maintenant entre la vie et la mort, inconscient, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je me suis précipitée à l'hôpital, priant pour qu'il se réveille, pour que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais en arrivant, la réalité m'a frappée de plein fouet. Le personnel médical m'a informé que son état était critique et qu'il ne savait pas s'il se réveillerait. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux à cet instant. C'était un cauchemar, et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de vivre. Les jours qui ont suivi cet accident furent les plus longs de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que ce cauchemar prendrait fin, que mon mari ouvrirait enfin les yeux et que tout redeviendrait comme avant. Je passais mes journées à son chevet, le regardant, priant en silence pour qu'il me revienne. Les machines qui bipaient autour de lui étaient le seul signe de vie, et elles me rappelaient constamment à quel point il était vulnérable. Je ne savais plus quoi faire. Mes enfants étaient à la maison, inquiets eux aussi, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Je devais être forte pour eux, mais chaque jour qui passait sans me plonger dans un désespoir grandissant. Après 5 jours d'attente interminable, le médecin est finalement venu me voir. Il avait ce regard que j'avais appris à redouter, un regard qui disait tout avant même qu'il ne parle. Je savais que les nouvelles n'allaient pas être bonnes. Et elles ne l'étaient pas. Avec une pleine voix de gravité, il m'a annoncé que mon mari était désormais paralysé. Le choc de cette révélation m'a coupé le souffle. Paralysé. Ce mot résonnait dans ma tête sans que je puisse vraiment le comprendre. Je ne pouvais pas y croire. Comment un homme si fort, si plein de vie, pouvait-il être réduit à cela ?
Le médecin a poursuivi, m'expliquant qu'il ne pourrait plus jamais marcher, qu'il ne pourrait plus jamais travailler. C'était un coup de masse. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Toute notre vie venait de changer en une fraction de seconde. Comment allions-nous nous en sortir? Mon mari était le seul à travailler, c'était lui qui subvenait à tous nos besoins. Nous avions 4 enfants à nourrir, à élever, et maintenant il ne pouvait plus rien faire. Je me sentais totalement perdue. J'étais submergée par l'inquiétude et le désespoir. Comment allais-je expliquer cela à nos enfants? Comment allais-je leur dire que leur père, leur héros, ne serait plus jamais le même? Les jours qui ont suivi cette terrible nouvelle furent encore plus difficiles. Mon mari, qui était encore inconscient, ne savait pas encore ce qui l'attendait. Je redoutais le moment où il se réveillerait et où je devrais lui annoncer ce qui lui était arrivé. Comment allais-je trouver la force de lui dire qu'il ne pourrait plus jamais marcher, qu'il ne pourrait plus jamais nous soutenir comme il l'avait fait avant? Je savais que cette nouvelle le briserait. Et moi, je devais rester forte pour lui, pour nos enfants, même si à l'intérieur, j'étais totalement anéantie. Après la terrible révélation du médecin, la vie n'a plus jamais été la même. Le poids de la situation s'abattait lourdement sur mes épaules. Chaque matin, je me réveillais en espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, que je me réveillerais et que la vie reprendrait son cours normal. Mais non, c'était bel et bien la réalité. Mon mari, celui qui était notre pilier, se retrouvait désormais paralysé. Une tragédie pour lui, mais aussi pour toute notre famille. En un instant, nos rôles avaient changé. Moi, qui m'étais toujours appuyée sur lui, devais désormais tout porter, tout assumer, et trouver des solutions pour que notre famille puisse survivre à cette épreuve. Les premières semaines furent un tourbillon d'émotions. L'hôpital devenait presque ma deuxième maison, et je devais jongler entre mes visites auprès de mon mari et la gestion de la maison. Nos enfants étaient en état de choc. Ils avaient besoin d'explications, mais comment leur dire que leur père ne serait plus jamais le même? Chaque jour, je devais être forte pour eux, leur donner l'espoir que tout irait bien, même si au fond de moi, je savais que la situation était désespérée. Financièrement, les choses allaient de mal en pis. Nous avions toujours compté sur le salaire de mon mari pour subvenir à nos besoins. C'était lui qui portait tout le poids financier, et maintenant qu'il ne pouvait plus travailler, les factures s'accumulaient rapidement. Les dépenses médicales, les frais pour les enfants, les charges de la maison. Tout cela pesait de plus en plus sur moi. Chaque fin de mois était une bataille pour garder un toit au-dessus de nos têtes et assurer à mes enfants au moins un repas par jour. Je sentais la pression monter de jour en jour, mais je n'avais pas le luxe de m'effondrer. J'ai donc pris une décision difficile, je devais trouver un travail. C'était une évidence. Mon mari ne pouvant plus travailler, il fallait que je prenne les choses en main pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais ce n'était pas une tâche facile. Cela faisait des années que je n'avais pas travaillé. J'avais mis ma carrière de côté pour m'occuper de la maison et des enfants, et maintenant, il me fallait repartir de zéro dans un marché du travail difficile. Je savais que cela allait être un défi, mais je n'avais pas d'autre choix. Je me suis donc mise à envoyer des CV partout. Tous les jours, je consacre des heures à chercher des offres d'emploi en ligne, à répondre à des annonces et à me préparer pour des entretiens. C'était une période difficile, car chaque refus me ramenait à la dure réalité. Trouver un emploi dans ma situation n'était pas choisi aisé. Mais je ne pouvais pas abandonner. Mes enfants comptaient sur moi, et je me devais de leur offrir une chance, de les protéger du pire. Pendant ce temps, la situation à la maison devait de plus en plus tendue. Mon mari, bien qu'immobilisé, commençait à prendre conscience de l'ampleur de la situation. Il voyait bien que les choses changeaient, que je devais désormais gérer tout seul. C'était dur pour lui de me voir prendre des responsabilités qu'il assumait auparavant. Il se sentait impuissant, inutile, et cela ajoutait une autre couche de tristesse à notre situation. Mon mari, qui avait toujours été si fort, si indépendant, se retrouvait désormais dans un état de dépendance totale. Il avait besoin de moi pour tout, et cette nouvelle réalité était extrêmement difficile à accepter pour lui. Les enfants, quant à eux,
commençaient à poser des questions. Ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui se passait, mais ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Leurs inquiétudes se faisaient de plus en plus présentes, et je devais constamment les rassurer. « Papa va s'en sortir, ne vous inquiétez pas », leur disais-je souvent, mais au fond de moi, je savais que notre vie ne serait plus jamais la même. Un jour, alors que je désespérais de ne recevoir aucun retour positif à mes candidatures, le téléphone a enfin sonné. C'était une entreprise qui souhaitait me rencontrer pour un entretien d'embauche. J'étais à la fois nerveuse et soulagée. Après des semaines de recherche infructueuses, il semblait que la chance me souriait enfin. Je me suis préparée avec soin, sachant que cet emploi pourrait être notre seul espoir de sortir de cette situation. L'entretien s'est déroulé mieux que je ne l'aurais imaginé. Ils ont été impressionnés par ma motivation et ma détermination, et j'ai réussi à décrocher le poste. Ce fut un immense soulagement. Enfin, je pourrais entretenir une lueur d'espoir pour ma famille. Enfin, nous allions peut-être pouvoir reprendre un semblant de normalité. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que ce nouvel emploi allait rapidement devenir une source de nouveaux problèmes, des problèmes auxquels je n'étais pas préparée. Lorsque j'ai finalement décroché cet emploi, un poids énorme semblait s'envoler de mes épaules. Après des semaines de lutte acharnée, j'avais enfin réussi à trouver un moyen d'apporter un peu de stabilité financière à ma famille. Ce n'était pas un emploi de rêve, mais c'était suffisant pour que nous puissions au moins couvrir les dépenses essentielles, les factures, les soins de mon mari et les besoins de nos 4 enfants. À ce moment-là, je pensais que peut-être, après toute cette tempête, nous étions enfin en train de voir apparaître une lueur d'espoir, un futur moins sombre que celui auquel je m'étais préparée. Les premiers jours au travail furent à la fois éprouvants et gratifiants. C'était un défi pour moi de reprendre le rythme après tant d'années à m'occuper de la maison et des enfants. Mais je m'adapte. Chaque matin, je me lève tôt pour préparer les enfants, puis je me rends au travail avec l'espoir de faire une différence dans notre situation. Il y avait un sentiment de fierté mêlé à la fatigue, car je savais que chaque journée passée à ce poste me rapprochait d'un avenir plus stable. Je savais aussi que mon mari comptait sur moi, même s'il ne le disait pas ouvertement. C'était maintenant à moi de porter la famille, et je ne pouvais pas échouer. Mon supérieur immédiat, un homme charismatique et toujours bien habillé, semblait sympathique dès le début. Il m'avait accueilli chaleureusement lors de mon premier jour, m'expliquant que j'étais la bienvenue et que l'entreprise valorisait des employés dévoués comme moi. C'était rassurant. Il faisait preuve d'une attention particulière à mon égard, m'encourageant, m'offrant son aide pour m'adapter au travail. En tant que nouvelle recrue, j'apprécie ces gestes. J'avais besoin de soutien dans ce nouvel environnement, et au départ, il me semblait que je l'avais trouvé. Cependant, rapidement, certains comportements de sa part ont commencé à me mettre mal à l'aise. Il devait de plus en plus familier, à la limite de l'inapproprié. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. Après tout, dans mon esprit, c'était un homme respecté dans l'entreprise, et je voulais garder de bonnes relations avec lui pour protéger ce nouveau travail, si important pour ma famille. Mais petit à petit, ses compliments se firent plus insistants, ses salutations plus longues. À plusieurs reprises, il me complimentait sur ma tenue ou mon apparence, me faisant sentir inconfortable, même si j'essayais de cacher mon malaise. Un jour, il m'a demandé de rester après les heures de bureau. Il voulait soi-disant me parler d'un projet en particulier qui nécessitait mon implication. Pensant que c'était lié au travail, je n'y voyais pas d'inconvénient. Je savais que j'avais besoin de ce travail, alors je ne pouvais pas me permettre de refuser ce genre de demande. Mais très vite, il est devenu évident que ce n'était pas pour discuter de travail qu'il m'avait demandé de rester. Ce soir-là, dans le calme du bureau déserté par les autres employés, son attitude a changé. Il se rapproche de moi, d'abord subtilement, puis avec plus d'insistance. Ses propositions n'étaient plus des professionnels. Il me faisait des sous-entendus qui me mettaient mal à l'aise, tentant de m'attirer dans une conversation que je n'avais aucune envie d'avoir. Je me souviens de mon cœur qui battait à tout rompre, de mon corps qui se tendait sous le poids de la situation. Il faisait des compliments sur mon physique, me répétant à quel point j'étais différente des autres.
Je n'avais qu'une envie, c'était de fuir ce bureau, de m'éloigner de lui, mais je ne savais pas comment réagir. Si je me montrais froidement ou rejetais trop ouvertement ses avancées, j'avais peur que cela nuise à ma position dans l'entreprise. Je savais que j'avais tout à perdre. Ce travail était la seule choisie qui me permettait de maintenir ma famille à flot, et je ne pouvais pas me permettre de le perdre. J'ai donc tenté de détourner la conversation, de rester poli tout en faisant comprendre que je n'étais pas intéressé. Mais il ne semblait pas comprendre, ou peut-être qu'il ne voulait pas comprendre. Ces tentatives se sont faites de plus en plus fréquentes. Il se trouve toujours une excuse pour que nous restions seuls après les heures de travail, sous prétexte de discuter de tâches importantes. Et à chaque fois, ces avancées se faisaient plus directes. Il m'a même proposé, à plusieurs reprises, de dîner ensemble en dehors du travail, laissant peu de doute sur ses intentions. Je vivais dans une peur constante. Chaque jour, en me rendant au travail, je me demandais si j'allais devoir affronter de nouvelles tentatives de sa part. C'était comme si j'étais coincé dans un piège, incapable de m'en échapper. Je ne pouvais pas me permettre de perdre cet emploi, mais en même temps, je ne pouvais plus supporter cette situation. Je rentrais chez moi chaque soir avec un nœud dans l'estomac, imposant de garder tout cela pour moi, ne voulant pas inquiéter mes enfants ni mon mari, qui avaient déjà tellement de choses à gérer. Le tournant est arrivé un soir, lorsque mon supérieur est allé trop loin. Il m'a demandé, encore une fois, de rester après le travail, et cette fois, il ne cachait plus ses intentions. Il m'a ouvertement proposé d'avoir une relation spéciale avec lui, insinuant que cela pourrait m'aider dans mon poste. En d'autres termes, il me faisait clairement comprendre que si je voulais garder mon emploi et peut-être même progresser dans l'entreprise, je devais accepter ses avancées. C'en était trop. J'ai refusé catégoriquement, choqué par son audace et dégoûté par cette proposition indécente. Il a été surpris, presque vexé, que j'ose refuser. J'ai quitté le bureau en tremblant, sachant que ma décision aurait des conséquences. Mais je ne pouvais plus supporter cette situation. Le lendemain de cet événement, je me rends au travail avec une boule dans la gorge. J'avais à peine dormi, mon esprit tourmenté par ce qui s'était passé la veille. J'essayais de me convaincre que tout irait bien, que mon refus serait oublié et que nous continuerons comme si de rien n'était. Mais une part de moi savait que les choses allaient changer, et pas dans le bon sens. À peine arrivé au bureau, je sens immédiatement que l'atmosphère avait changé. Mon supérieur, habituellement si chaleureux, ne m'accorda pas un regard. Au début, je prends cela comme un soulagement. Peut-être avait-il compris que je n'étais pas intéressé et qu'il allait enfin me laisser tranquille. Mais rapidement, je réalise que son silence n'était pas une simple indifférence, mais le début d'un plan beaucoup plus insidieux. La journée se passe sans encombre, du moins en apparence. Mais je pouvais sentir les regards furtifs de mes collègues, comme s'ils avaient quelque chose que je ne savais pas encore. L'ambiance était lourde, pesante. Chaque heure qui passait augmentait ma nervosité, mais je faisais de mon mieux pour me concentrer sur mon travail. Je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur. Ma famille comptait sur moi, et cet emploi restait notre unique source de revenus. Perdre ce travail n'était tout simplement pas envisageable. Les jours suivants furent encore plus étranges. Mon supérieur ne me donne plus de nouvelles tâches importantes. Au lieu de cela, il semblait m'ignorer complètement, comme si je n'existais plus. D'abord, j'ai pensé que c'était sa manière de me punir pour avoir refusé ses avances, mais ce n'était que le début. Des bruits de couloir commencèrent à circuler, des murmures que je ne comprenais pas. Des collègues qui auparavant étaient amis avec moi ont commencé à m'éviter, à ne plus m'adresser la parole. C'était comme si, du jour au lendemain, j'étais devenu invisible, ou pire encore, persona non grata. Puis, un matin, je reçus un email laconique de la part des ressources humaines. Il m'informait que mon rendement au travail n'était plus satisfaisant et qu'il souhaitait discuter de mon avenir au sein de l'entreprise. Ce message me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Comment cela pouvait-il être possible? Je n'avais commis aucune faute, je faisais mon travail consciencieusement, malgré la pression et le harcèlement subtil de mon supérieur. Mais je savais,
au fond de moi, que cet email était la conséquence directe de mon refus. Le jour de la réunion, je me rends dans le bureau des ressources humaines avec une boule au ventre. Mon supérieur était déjà là, assis, avec un air impassible sur le visage. Les responsables RH m'accueillent avec une froideur inhabituelle, et dès que la réunion a commencé, je comprends que mon sort était déjà scellé. Ils évoquèrent des problèmes de performance, des réclamations qui auraient été faites à ma rencontre, sans jamais préciser de quoi il s'agissait vraiment. Chaque accusation était vague, insidieuse, mais suffisante pour justifier leur décision. J'étais licencié. Le monde s'écroulait sous mes pieds. Licencié? Commentaire? Pourquoi? Mon esprit tournait à toute vitesse, imposait de comprendre ce qui venait de se passer. Mais au fond de moi, je savais très bien ce qui s'était passé. Mon refus avait provoqué la colère de mon supérieur, et il avait utilisé son pouvoir pour me faire payer ce refus. C'était aussi simple que cela. Tout ce que j'avais redouté était en train de se réaliser. En sortant de cette réunion, le cœur lourd, j'avais du mal à respirer. Mon emploi, cet espoir auquel je m'accrochais désespérément pour subvenir aux besoins de ma famille, venait de disparaître. Et pire encore, c'était à cause de quelque chose qui n'avait rien à voir avec mes compétences ou mon travail, mais uniquement parce que j'avais refusé de céder aux avancées d'un homme puissant. Le choc initial fut suivi d'une immense vague de colère et d'impuissance. Comment en étions-nous arrivés là? Je me demandais si j'aurais dû agir différemment. Peut-être que si j'avais été plus prudente, si j'avais trouvé un moyen de refuser ces avancées sans le froisser, j'aurais pu garder mon emploi. Mais non, je ne pouvais pas me blâmer pour cela. J'avais fait ce qu'il fallait, j'avais défendu mon intégrité et mes valeurs, même si cela m'avait coûté très cher. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, je me suis effondrée en larmes. Toute la pression que je portais depuis des semaines, toute la douleur que j'avais accumulée, tout est sorti en un seul flot incontrôlable. Mais je n'avais pas le luxe de m'apitoyer sur mon sort. Mes enfants avaient besoin de moi. Mon mari, toujours alité et incapable de travailler, dépendait de moi. Je devais rester forte, même si tout s'écroulait autour de moi. Le lendemain, je devais expliquer à mes enfants que j'avais perdu mon travail. Cela a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Ils ne comprenaient pas pourquoi, ils ne pouvaient pas saisir la complexité de la situation. Je leur ai dit que tout allait bien se passer, que nous trouvions une solution, mais à l'intérieur de moi, je me sentais vide. Comment allions-nous survivre sans aucun revenu? Comment allais-je faire face à cette nouvelle épreuve alors que j'étais déjà à bout? Mais malgré tout, une petite voix en moi me disait de ne pas abandonner. Cette voix, c'était celle de la mère protectrice, celle qui savait qu'elle devait se battre pour ses enfants, quoi qu'il arrive. J'avais perdu une bataille, mais la guerre n'était pas finie. Je devais continuer à me battre, à chercher une autre solution, un autre emploi. Je n'avais pas d'autre choix. Les jours suivants furent remplis de recherches intenses pour trouver un nouveau travail. Mais la réalité du marché de l'emploi, combinée à ma situation personnelle, rend la tâche quasiment impossible. J'envoyais des dizaines de CV, participais à des entretiens sans résultat. La pression financière deviendrait de plus en plus insupportable. Chaque matin, je me réveillais avec la peur au ventre de ne pas pouvoir payer les prochaines factures, de voir mes enfants manquer de ce dont ils avaient besoin. Mais au fond, je savais que tout cela n'était qu'une autre épreuve sur mon chemin. Et comme toutes les autres épreuves que j'avais affrontées jusque-là, je devais trouver la force de la surmonter. Je ne pouvais pas abandonner. Pas pour moi, mais pour eux. Les jours sombres semblaient interminables. Chaque matin, je me levais avec un poids sur la poitrine, une inquiétude dévorante qui me laissait à peine respirer. Le chômage me broyait peu à peu, et le désespoir commençait à s'installer dans les murs de notre maison. Les factures s'accumulaient, les regards de mes enfants me déchiraient. Chaque nuit, je priais en silence pour que la situation change, pour qu'un miracle survienne. Et puis, un jour, alors que je perdais presque espoir, le téléphone sonna. Il s'agissait d'un ancien collègue que je n'avais pas revu depuis des années.
Il avait entendu parler de ce qui m'était arrivé et m'offrit son soutien. Il dirigerait désormais une petite entreprise et recherchait quelqu'un de confiance pour l'aider à gérer l'administration. Je n'en croyais pas mes oreilles. Cet appel, ce simple coup de fil, représentait bien plus qu'une opportunité de travail. C'était la lueur d'espoir dont j'avais désespérément besoin. Nous nous rencontrons dans un café pour discuter des détails, et très vite, les choses avancent. Il connaissait mes compétences et savait que j'étais une travailleuse acharnée. Ce fut donc sans trop de formalité que j'obtins ce nouveau poste. Pour la première fois depuis des mois, je ressens un soulagement profond. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une nouvelle chance. Une opportunité de reprendre ma vie en main et de subvenir aux besoins de ma famille. La première journée dans ce nouvel emploi fut comme une renaissance. L'ambiance était bien différente de ce que j'avais connu. Il n'y avait pas de regard lourd, ni d'avance déplacée. Tout le monde était professionnel et respectueux. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place, appréciée pour mes compétences et non jugée par rapport à mon apparence ou à mes refus. Je retrouvais peu à peu confiance en moi. Mais ce n'était pas tout. Mon nouveau patron était un homme juste et droit, et dès qu'il apprit l'histoire de ce que j'avais vécu dans mon ancien travail, il m'encouragea à porter plainte pour harcèlement sexuel. L'idée m'a fait peur au début. Revenir sur ces événements douloureux, affronter à nouveau cet homme qui avait détruit ma carrière et tenté de briser ma dignité, tout cela me terrifiait. Mais mon patron me rappelle que, pour tourner la page, je devais obtenir justice. Je ne pouvais pas laisser cet homme continuer à manipuler et abuser de son pouvoir sur d'autres femmes. Je pris donc la décision courageuse de me battre. Avec le soutien de mon nouveau patron et de mes proches, j'ai réuni les preuves, les témoignages de collègues qui avaient assisté à ces comportements déplacés. Ce fut un processus long et éprouvant, mais je savais que je faisais ce qui était juste. Ce combat n'était plus seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres femmes qui pourraient un jour être confrontées à une situation similaire. Le jour du procès arriva, et je me souviens encore de l'angoisse qui m'envahissait. Je m'assis dans la salle d'audience, mon cœur battant à tout rompre, tandis que mon ancien supérieur se tenait là, impassible. Il continuait à nier les faits, à prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais à mesure que les preuves étaient présentées, il est devenu évident que ces mensonges ne dureraient pas longtemps. Mon témoignage, appuyé par ceux de mes anciens collègues, fit basculer la balance. Le verdict tomba, coupable de harcèlement sexuel et abus de pouvoir. L'homme qui avait autrefois contrôlé ma vie, qui m'avait fait vivre des mois d'enfer, fut enfin tenu responsable de ses actes. Ce fut un moment de détente indescriptible. Pas seulement parce qu'il avait été puni, mais parce que j'avais eu le courage de me défendre et de protéger mon intégrité. Cette victoire en justice marque un tournant dans ma vie. Je n'étais plus la femme brisée qui se laissait écraser par les épreuves. J'étais devenue plus forte, plus résiliente. Ce combat, bien que douloureux, m'avait permis de retrouver ma dignité, et surtout de montrer à mes enfants qu'il faut toujours se battre pour ce qui est juste, même lorsque la situation semble désespérée. Avec ce nouveau chapitre, notre vie a commencé à s'améliorer. Mes enfants, bien qu'encore marqués par les difficultés que nous avions traversées, retrouvaient peu à peu le sourire. Mon mari, malgré sa paralysie, me soutenait moralement. Bien qu'il ne puisse plus travailler, sa présence et ses encouragements étaient une force inestimable pour moi. Nous étions ensemble, unis dans l'adversité, et c'était tout ce qui comptait. Le travail que j'avais trouvé m'offrait une stabilité que je n'avais plus connue depuis longtemps. Mon patron était non seulement juste, mais aussi très compréhensif. Il m'accordait la flexibilité nécessaire pour que je puisse m'occuper de mes enfants et de mon mari, tout en étant productif au travail. Ce nouvel équilibre, bien que fragile, me redonne de l'espoir. Les mois passèrent, et peu à peu, nous commençâmes à remonter la pente. La situation financière s'améliore, et nous réussîmes à éviter le pire. Les factures étaient payées, les enfants avaient ce dont ils avaient besoin, et bien que notre mode de vie soit encore modeste, nous étions reconnaissants pour chaque petit progrès. Ce qui m'avait semblé être la fin du monde s'était finalement transformé en une leçon de vie puissante.
J'avais appris que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Que parfois, les épreuves que nous traversons sont là pour nous rendre plus forts, pour nous rappeler que nous avons en nous une force que nous ignorons. Et cette force, je la ressentais chaque jour, dans chaque petit moment de bonheur partagé avec mes enfants, dans chaque sourire que je réussissais à leur arracher. Je savais désormais que rien ne pourrait plus me briser complètement. Parce que, quoi qu'il arrive, j'avais déjà survécu à l'une des pires épreuves de ma vie, et j'en étais ressort. Avec le temps, les cicatrices laissées par ces années tumultueuses commencèrent à s'estomper. Bien qu'elles ne disparaissent jamais complètement, elles me rappelaient la résilience que j'avais découverte en moi. Chaque jour, en me levant, je savais que j'avais traversé des épreuves que beaucoup n'auraient peut-être pas surmontées. J'étais une survivante, et cette pensée me donnait la force de continuer à avancer. Mon travail avec mon nouveau patron est devenu plus qu'un simple emploi. Il m'offrit l'opportunité de grandir, de reprendre confiance en mes capacités et de me reconstruire. Rapidement, il me confia davantage de responsabilités, reconnaissant en moi une personne déterminée et capable. Il me propose même de suivre des formations pour obtenir de nouvelles compétences. Et chaque jour, en apprenant, en travaillant, je sentais que je récupérais petit à petit la vie qui m'avait échappé. Mes enfants, eux aussi, commencèrent à retrouver une forme de sérénité. Ils me voyaient plus souriante, plus présente. Notre situation financière s'était stabilisée, et bien que nous vivions toujours modestement, nous avions retrouvé une certaine paix. Mon mari, malgré son état, restait mon pilier. Bien que physiquement diminué, il restait l'homme fort que j'avais toujours connu. Son sourire, son soutien moral et sa force mentale étaient des sources d'inspiration. Il refusait de se laisser abattre par son handicap. Ensemble, nous nous étions promis de ne jamais baisser les soutiens-gorge. Cependant, une nouvelle étape se dessinait à l'horizon. Alors que ma carrière reprenait son envol, une idée commençait à germer en moi, et si je pouvais aider d'autres femmes, d'autres personnes qui, comme moi, avaient subi des injustices ou des abus de pouvoir au travail? L'idée de créer une association pour venir en aide aux victimes de harcèlement et d'injustice professionnelle prend forme dans mon esprit. Je me lance dans ce projet avec détermination. Je ne voulais pas que mon expérience reste une simple histoire triste. Je voulais qu'elle serve à quelque chose, qu'elle ait un impact. Après plusieurs mois de préparation, je réussis à fonder cette association. Grâce à mon réseau et aux contacts que j'avais noués durant mon parcours, je parvins à rassembler un groupe de bénévoles, des avocats, des psychologues et des conseillers prêts à apporter leur aide à ceux qui en avaient besoin. L'association prend rapidement de l'ampleur. Nous commencions à recevoir des témoignages bouleversants de personnes qui, comme moi, avaient été victimes de harcèlement ou d'injustice sur leur lieu de travail. Nous les écoutions, les accompagnions dans leurs démarches juridiques, les soutenions psychologiquement, et les aident à retrouver une stabilité professionnelle. Chaque succès, chaque victoire, chaque personne aidée représentait une petite revanche sur les épreuves que j'avais traversées. J'avais transformé ma douleur en action positive, et cela me comblait de fierté. Un jour, alors que je donnais une conférence sur le harcèlement au travail, je vis au fond de la salle une femme que je reconnaissais. Elle semblait hésiter à s'approcher de moi après mon discours, mais finalement, elle prit son courage à deux mains. Elle m'expliqua qu'elle était une ancienne collègue de mon précédent emploi, là où tout avait basculé pour moi. Elle avait aussi été victime de harcèlement, mais, à l'époque, elle n'avait pas osé parler, paralysée par la peur de perdre son emploi. Elle me remercia chaleureusement pour avoir eu le courage de porter plainte et de dénoncer cet homme. Grâce à mon combat, d'autres femmes, comme elle, avaient trouvé le courage de se défendre à leur tour. Ce témoignage me bouleversa. J'avais toujours su que mon action était importante, mais entendre que cela avait réellement aidé d'autres personnes me donna une nouvelle énergie. Cela me rappelle pourquoi il était si essentiel de continuer ce combat, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. La reconnaissance que je recevais à travers cette association dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Les années de douleur, de lutte, de frustration s'étaient transformées en une force collective. Mon combattant personnel était devenu un mouvement, un espoir pour beaucoup. Et cela n'aurait jamais été possible si je n'avais pas traversé ces épreuves. La vie avait une manière étrange de transformer les pires moments en source d'inspiration et de force. Mon mari, bien que toujours paralysé, était mon premier supporter.
Il me répétait souvent que j'avais trouvé ma vocation à travers cette association. Lui, qui avait autrefois été notre soutien financier et moral, voyait désormais en moi la force qui maintenait notre famille unie. Nous n'étions plus les mêmes qu'avant l'accident, mais nous étions devenus plus forts ensemble. Nos enfants grandissaient dans un foyer où, malgré les épreuves, l'amour, la solidarité et le courage primaient. Je me souviens encore de cette soirée particulière où nous étions tous réunis autour de la table, riant de bon cœur. Il y avait une légèreté que nous n'avions pas ressentie depuis des années. Mon mari, avec son humour légendaire, faisait des blagues malgré son fauteuil roulant, et mes enfants riaient à gorge déployée. C'était un moment simple, mais rempli de bonheur. Nous étions passés par tant de difficultés, mais ce soir-là, je savais que nous avions survécu à la tempête. Nous étions plus unis que jamais. À travers mon parcours, j'avais appris que la vie pouvait être cruelle, mais qu'elle offrait aussi des opportunités de se relever. J'avais découvert une force intérieure que je ne soupçonnais pas, une résilience qui m'avait permis non seulement de survivre, mais de renaître. Aujourd'hui, je ne suis plus simplement une victime d'injustice. Je suis une femme qui a pris son destin en main, qui a transformé ses épreuves en force, et qui a décidé de consacrer sa vie à aider les autres. Mon histoire, bien que remplie de moments sombres, est finalement une histoire de renaissance. Une leçon sur la capacité humaine à se relever, à se battre, et à trouver dans la douleur un moyen de grandir. Rien n'est insurmontable, tant que l'on garde foi en soi et que l'on est prêt à se battre pour ce qui est juste. Et, à chaque nouvelle personne que nous aidons à travers mon association, je me rappelle que ce combat était nécessaire. Parce que, au-delà de la douleur, il y a toujours un espoir, une lumière à la fin du tunnel. À travers cette histoire de résilience, de lutte personnelle, et de renouveau, plusieurs leçons de vie se dégagent, offrant à chacun des enseignements universels sur la force humaine, la détermination et le dépassement de soi. Numéro 1. La résilience face aux épreuves. La vie peut parfois nous surprendre avec des coups durs que nous n'avions jamais anticipés. Dans ce cas, un accident tragique a bouleversé toute une famille, plongeant un foyer dans une spirale de difficultés. Mais cette histoire nous enseigne que, même dans les pires moments, il est possible de trouver une force insoupçonnée pour surmonter les obstacles. La résilience ne signifie pas seulement survivre aux épreuves, mais se relever, reconstruire et retrouver un sens à la vie. Numéro 2. Le courage de recommencer. Perdre son pilier familial, à la fois sur le plan financier et émotionnel, et se retrouver face à des responsabilités écrasantes peut sembler insurmontable. Pourtant, cette femme a trouvé le courage de recommencer à zéro. Elle a cherché un emploi, malgré les difficultés, et s'est battue pour subvenir aux besoins de ses enfants. La leçon ici est claire, même quand tout semble perdu, il faut puiser dans nos ressources intérieures et prendre les mesures nécessaires pour aller de l'avant. Numéro 3. L'importance de dire non à l'injustice. L'une des leçons les plus marquantes de cette histoire est l'importance de dire « non » face à l'injustice. Lorsqu'elle est confrontée à un patron manipulateur qui abuse de son pouvoir, la protagoniste reste ferme dans ses principes, malgré la pression. Cela nous rappelle que, dans la vie, il est essentiel de rester fidèle à nos valeurs, même si cela signifie prendre des risques. L'intégrité et le respect de soi doivent primer, quelle que soit la situation. Numéro 4. La solidarité familiale. Bien que la famille ait traversé des moments extrêmement difficiles, elle a trouvé sa force dans l'unité. Même en étant physiquement diminué, le mari est resté un pilier émotionnel pour sa femme et ses enfants. Cela montre l'importance de la solidarité familiale dans les moments de crise. Les liens familiaux peuvent être la source de soutien qui nous permet de continuer à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. 5. Transformer la douleur en action positive. L'histoire nous enseigne également la puissance de la transformation. Après avoir vécu des expériences traumatisantes et injustes, le protagoniste décide de ne pas se laisser abattre. Au lieu de rester victime, elle transforme sa douleur en une action positive en fondant une association pour aider les autres. Cela montre que, même à partir de la souffrance, il est possible de créer du bien et d'avoir un impact sur la vie d'autrui. Chaque épreuve peut devenir un tremplin vers quelque chose de plus grand. Si la force du pardon et du lâcher-prise. Même si cette femme a subi des injustices, elle ne reste pas emprisonnée dans la colère ou l'amertume.
En avançant dans sa vie, elle a choisi de pardonner à ceux qui lui ont fait du tort, non pour eux, mais pour elle-même. Le pardon ne signifie pas oublier, mais lâcher prise sur la douleur pour se libérer et avancer. Cette leçon nous montre que pardonner est un acte de force, et non de faiblesse. 7. Savoir chercher de l'aide. Personne ne devrait affronter seul les défis de la vie. La protagoniste de cette histoire comprend cela lorsqu'elle se tourne vers un nouvel emploi et accepte l'aide des autres pour subvenir aux besoins de sa famille. Que ce soit dans le cadre d'un soutien familial ou professionnel, il est important de savoir quand demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à se reposer sur les autres quand les circonstances l'exigent. 8. La valeur de l'éducation et de l'évolution personnelle. Dans cette histoire, la femme ne se contente pas de retrouver un emploi pour survivre. Elle a saisi l'opportunité de se former, d'acquérir de nouvelles compétences, et de grandir professionnellement. Cela montre l'importance de ne jamais cesser d'apprendre et d'évoluer. L'éducation et le développement personnel sont des outils puissants pour surmonter les difficultés et s'ouvrir à de nouvelles opportunités. 9. Faire face aux défis financiers avec ingéniosité. Un autre aspect important de cette histoire est la gestion des difficultés financières. En perdant le soutien financier de son mari, cette femme a dû trouver des solutions pour s'adapter à une nouvelle réalité. Cela nous indique que, face aux défis économiques, il est possible de trouver des alternatives en faisant preuve de persévérance, de recherche d'opportunités et d'une capacité à s'adapter. 10. L'espoir, même dans les moments sombres. La leçon la plus importante de cette histoire est peut-être celle de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, cette femme a trouvé une lueur d'espoir en elle-même, dans sa famille, et dans sa capacité à créer un changement positif. La vie est pleine d'incertitudes, mais l'espoir est une force qui nous pousse à croire que, malgré tout, les meilleurs jours sont à venir. En conclusion, le chemin de la résilience. Cette histoire est une démonstration puissante du fait que les épreuves de la vie peuvent nous façonner, mais elles ne doivent pas nous définir. Ce que nous faisons face aux obstacles et comment nous réagissons à l'adversité déterminée qui nous devenons. À travers sa détermination, son courage et sa volonté de transformer sa douleur en action positive, cette femme est devenue un exemple vivant de résilience et de force. Chaque étape de son parcours offre des leçons précieuses, qui peuvent inspirer chacun à persévérer, à croire en soi, et à ne jamais abandonner, peu importe les défis. Si cette histoire vous a touché, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-la autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Laissez vos suggestions et vos commentaires, nous sommes impatients de connaître votre avis. Et restez connectés, car d'autres histoires captivantes et pleines d'émotions vous attendent très bientôt. À la prochaine pour un nouveau récit qui, encore une fois, ne manquera pas de vous.